bicyclette, s'en débarrassa précipitamment dans la cour, puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on perçut, venus des appartements de Napoléon, des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Les billets de banque étaient faux. Frédéric avait acquis le bois sans bourse déliée. Napoléon rassembla les animaux sur le champ et d'une voix terrible prononça la condamnation à mort. « Une fois Frédéric entre nos pattes, dit-il, nous le ferons bouillir à petit feu. » Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourraient bien lancer l'attaque si longtemps attendue. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. 4 pigeons furent dépêchés vers Foxwood, porteurs d'un message de conciliation, car on espérait rétablir des relations de bon voisinage. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux 5 barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre, mais cette fois la victoire ne fut pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de 6 fusils, et quand les animaux furent à 50 mètres, ils ouvrirent le feu. Les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux cuisantes brûlures des plombs, reculèrent, malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameuter. Un certain nombre d'entre eux étaient blessés déjà. Alors les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant l'ennemi par les fentes et fissures des portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. À ce moment, même Napoléon avait l'air désemparé. Sans un mot, il faisait les 100 pas, nerveux, la queue raidie. Il avait pour la ferme de Foxwood des regards nostalgiques. Ah, si Pilkington et les siens venaient leur prêter main forte, ils pourraient encore l'emporter. Or, à cet instant, les 4 pigeons envoyés en mission la veille revinrent, l'un d'eux avec un billet griffonné au crayon par Pilkington et disant « Ça vous apprendra ». Cependant, Frédéric et ses gens avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire, car 2 hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. « Ils n'ont aucune chance !» s'écria Napoléon. « Nos murs sont bien trop épais. En 1 semaine, ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades !» Mais Benjamin regardait faire les 2 hommes avec une attention soutenue. Avec la masse et la barre, il perçait un trou à la base du moulin. Lentement, comme si la scène l'eût amusé, Benjamin hocha de son long museau. « Je m'en doutais, dit-il. Vous ne voyez pas ce qu'ils font? Encore un instant et ils vont enfoncer leur explosif dans l'ouverture. » Les animaux attendaient, terrifiés. Et comment auraient-ils pu s'aventurer à découvert? Mais bientôt on vit les hommes s'égailler de tous côtés. Puis un grondement assourdissant. Les pigeons, là-haut, tourbillonnaient. Tous les autres animaux, Napoléon excepté, se tenaient à terre la tête cachée. Quand ils se relevèrent, un énorme nuage de fumée noire planait sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement la brise dissipa la nuée. Le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvés quelques instants plus tôt cèdent devant leur rage contre tant de vilainie. Une immense clameur de vengeance s'élève, et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse, droit sur l'ennemi. Et c'est comme si leur sont de rien les plombs qui, drus comme grêle, s'abattent alentour. C'est une lutte âpre et sauvage. Les hommes lâchant salve sur salve, puis quand les animaux les serrent de près, les harcelant de leurs gourdins et de leurs lourdes bottes, une vache, 3 moutons et 2 oies périssent, et presque tous sont blessés. Napoléon lui-même, qui de l'arrière dirige les opérations, voit sa queue lacérée par un plomb. Mais les hommes non plus ne s'en tirent pas indemnes. À coups de sabot, Malabar fracasse 3 têtes. Un autre assaillant est éventré par une vache, un autre encore a le pantalon mis à mal par les chiennes Constance et Fleur. Et quand Napoléon lâche les 9 molosses de sa garde, leur ayant enjoint de tourner l'ennemi sous couvert de la haie, les hommes, les apercevant sur leurs flancs et entendant leurs aboiements féroces, sont pris de panique. Ils se voient en danger d'être encerclés. Frédéric crie à ses hommes de détaler pendant qu'il en est temps, et dans l'instant voilà les lâches qui prennent le large. C'est un sauve qui peut, un sauve ta peau.
Alors les animaux prennent les hommes en chasse, ils les traquent jusqu'au bas du champ, et là, les voyant se faufiler à travers la haie, ils les obligent d'encore quelques ruades. Vainqueurs, mais à bout de force et couverts de sang, c'est clopin-clopant qu'ils regagnèrent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent, affligés, devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulin, et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites. Et pour le reconstruire, cette fois, ils ne pourraient plus se servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetés à des centaines de mètres, et c'était comme si le moulin n'avait jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, Brille-Babil, qu'inexplicablement on n'avait pas vu au combat, vint au-devant d'eux, sautillant et trémoussant de la queue, l'air ravi. Et les animaux perçurent, venus des dépendances, retentissant et solennel, un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est, ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire !» s'exclama Brille-Babil. « Quelle victoire ?» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang, il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de plombs s'étaient logés dans sa jambe de derrière. « Quelle victoire, camarades !» reprit Brille-Babil. « N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux ?» Mais ils ont détruit le moulin, et 2 ans nous y avions travaillé. « Et alors, nous en bâtirons un autre, et nous en bâtirons 6, si cela nous chaud. Camarades, tu n'estimes pas nos prouesses à leur aune. L'ennemi foulait au pied notre sol même, et voici que, grâce en soit rendue au camarade Napoléon à ses qualités de chef, nous en avons reconquis jusqu'au dernier pouce. » « Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, » dit Malabar. « C'est bien là notre victoire, » repartit Brille-Babil. Ils entrèrent tout clopinant dans la cour. La jambe de Malabar lui cuisait douloureusement, là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel lourd labeur exigerait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, à la pensée de cette tâche, en esprit il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait maintenant 11 ans d'âge, et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force que dans le temps. Lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert, et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, 7 fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées au combat, on fit des funérailles solennelles. Malabar et Douce s'attelèrent au chariot qui tint lieu de corbillard, et Napoléon en personne conduisit le cortège. Et 2 grands jours furent consacrés aux célébrations. Ce furent chants et discours, et encore d'autres salves de fusils, et par faveur spéciale chaque animal reçut 1 pomme. En outre, les volatiles eurent droit à 2 onces de blé, et les chiens à 3 biscuits. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de bataille du Moulin à Vent, et l'on apprit que Napoléon avait pour la circonstance créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte, qu'il s'était conféré à lui-même. Et au cœur de ces réjouissances fut oubliée la regrettable affaire des billets de banque. À quelques jours de là, les cochons tombèrent par hasard sur une caisse de whisky oubliée dans les caves. Personne n'y avait prêté attention en prenant possession des locaux. Cette même nuit, on entendit, venu de la maison, des chansons braillées à tue-tête et auxquelles se mêlaient, à la surprise générale, les accents de bêtes d'Angleterre. Sur les 9h30, on reconnut distinctement Napoléon, le chef coiffé d'un vieux melon ayant appartenu à Jones, qui surgissait par la porte de l'office, galopait à travers la cour, puis s'engouffrait de nouveau à l'intérieur. Le lendemain, un lourd silence pesa sur la ferme des animaux, et pas un cochon qui donna signe de vie. On allait sur les 9h quand Brille-Babil fit son apparition, l'air incertain et l'allure déjetée, l'œil terne, la queue pendante et flasque, enfin faisant pitié. « Il doit être gravement malade, se disait-on. Mais bientôt,
il rassembla les animaux pour leur faire part d'une nouvelle épouvantable. Le camarade Napoléon se mourait. Ce ne furent que lamentations. On couvrit de paille le seuil des portes et les animaux allaient sur la pointe des pattes, les larmes aux yeux. Ils se demandaient les uns les autres ce qu'ils allaient faire si le chef leur était enlevé. Une rumeur se répandit. Boule de Neige avait réussi à glisser du poison dans sa nourriture. À 11 heures, Bribabille revint avec d'autres nouvelles. Napoléon avait arrêté son ultime décision ici-bas, punissant de mort tout un chacun pris à ingurgiter de l'alcool. Dans la soirée, il apparut que Napoléon avait repris du poil de la bête, et le lendemain matin, Bribabille rapporta qu'il était hors de danger. Au soir de ce jour-là, il se remit au travail, et le jour suivant, on apprit qu'il avait donné instruction à Whymper de se procurer à Willingdon des opuscules expliquant comment se distille et fabrique la bière. Une semaine plus tard, il ordonnait de labourer le petit enclos attenant au verger, primitivement réservé aux animaux devenus inaptes au travail. On en donna pour raison le mauvais état du pâturage et le besoin de l'ensemencer à neuf. Mais, on le sut bientôt, c'était de l'orge que Napoléon désirait y planter. Vers ce temps-là, survint un incident bizarre dont le sang s'échappa à presque tout le monde, un fracas affreux dans la cour vers les minuit. Les animaux se ruèrent dehors où c'était le clair de lune. Au pied du mur de la grange, là où étaient inscrits les 7 commandements, ils virent une échelle brisée en 2, et à côté, Bribabille étendu sur le ventre, paraissant avoir perdu connaissance. Autour de lui s'étaient éparpillés une lanterne, une brosse et un pot renversé de peinture blanche. Tout aussitôt les chiens firent cercle autour de la victime, et dès qu'elle fut à même de marcher, sous escorte, la ramenèrent au logis. Aucun des autres animaux n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait vouloir dire, sauf le vieux Benjamin qui, d'un air entendu, hochait le museau, quoique décidé à se taire. Quelques jours plus tard, la chèvre Edmée, en train de déchiffrer les 7 commandements, s'aperçut qu'il en était encore un autre que les animaux avaient compris de travers. Ils avaient toujours cru que le 5e commandement énonçait « Aucun animal ne boira d'alcool ». Or 2 mots leur avaient échappé. De fait, le commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès ». Chapitre 9. Le sabot fendu de Malabar fut long à guérir. La reconstruction du moulin avait commencé dès la fin des fêtes de la Victoire. Malabar refusa de prendre un seul jour de repos, et il se faisait un point d'honneur de ne pas montrer qu'il souffrait. Le soir, il avouait à Douce, en confidence, que son sabot lui faisait mal, et Douce lui posait des cataplasmes de plantes qu'elle préparait en les mâchonnant. Benjamin se joignait à elle pour l'exhorter à prendre moins de peine. Elle lui disait « Les bronches d'un cheval ne sont pas éternelles. » Mais Malabar ne voulait rien entendre. Il n'avait plus, disait-il, qu'une seule vraie ambition, voir la construction du moulin bien avancée avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite. Dans les premiers temps, quand avaient été énoncées les lois de la ferme des animaux, l'âge de la retraite avait été arrêté à 12 ans pour les chevaux et les cochons, 14 pour les vaches, 7 pour les moutons, 5 pour les poules et les oies. On s'était mis d'accord sur une estimation libérale du montant des pensions. Pourtant, aucun animal n'avait encore bénéficié de ces avantages, mais maintenant le sujet était de plus en plus souvent débattu. Depuis que le clos attenant au verger avait été réservé à la culture de l'orge, le bruit courait qu'une parcelle du grand herbage serait clôturée et convertie en pâturage pour les animaux à la retraite. Pour un cheval, on évaluait la pension à 5 livres de grain, et en hiver, 15 livres de foin, plus, au jour férié, une carotte, ou une pomme, peut-être. Le 12e anniversaire de Malabar tombait l'été de l'année suivante. Mais en attendant, la vie dure. L'hiver fut aussi rigoureux que le précédent, et les portions encore plus réduites, sauf pour les cochons et les chiens. Une trop stricte égalité des rations, expliquait Bribabille, eût été contraire au principe de l'animalisme. De toute façon, il n'avait pas de mal à prouver aux autres animaux que, en dépit des apparences, il n'y avait pas pénurie de fourrage. Pour le moment, il était apparu nécessaire
de procéder à un réajustement des rations. Bri-Babil parlait toujours d'un réajustement, jamais d'une réduction. Mais l'amélioration était manifeste à qui se rappelait le temps de Jones. D'une voix pointue et d'un débit rapide, Bri-Babil accumulait les chiffres, lesquels prouvaient par le détail une consommation accrue en avoine, foin et navets, une réduction du temps de travail, un progrès en longévité, une mortalité infantile en régression. En outre, l'eau était plus pure, la paille plus douce au sommeil, on était moins dévoré par les puces. Et tous l'en croyaient sur parole. À la vérité, Jones, avec tout ce qu'il avait représenté, ne leur rappelait plus grand-chose. Ils savaient bien la rudesse de leur vie à présent, et que souvent ils avaient faim et souvent froid, et qu'en dehors des heures de sommeil, le plus souvent, ils étaient à trimer. Mais sans doute, ça avait été pire dans les anciens temps. Ils étaient contents de le croire. En outre, ils étaient esclaves alors, mais maintenant ils étaient libres, ce qui changeait tout, ainsi que Bri-Babil ne manquait jamais de le souligner. Il y avait bien plus de bouches à nourrir désormais. À l'automne, les 4 truies avaient mis bas presque en même temps, d'où, à elles toutes, 31 nouveau-nés. Comme c'étaient des porcelets pis et que Napoléon était le mâle en chef, on pouvait sans trop de peine établir leur parenté. Il fut annoncé que plus tard, une fois briques et bois de charpente à pied d'œuvre, on construirait une école dans le potager. Pour le moment, Napoléon avait pris sur lui-même d'enseigner les jeunes Gorets dans la cuisine, et il s'amusait et prenait de l'exercice dans le jardin attenant à la maison. On les détournait de se mêler aux jeux des autres animaux. Vers ce temps-là fut posé en principe que tout animal trouvant un cochon sur son chemin aurait à lui céder le pas. De plus, tous les cochons, quel que fût leur rang, jouiraient du privilège d'être vus, le dimanche, un ruban vert à la queue. L'année à la ferme avait été assez bonne, mais on était encore à court d'argent. Il fallait se procurer les briques, le sable et la chaux pour l'école, et pour acquérir la machinerie du moulin, on devrait de nouveau économiser. Il y avait l'huile des lampes et les bougies pour la maison, le sucre pour la table de Napoléon, qu'il avait interdit aux autres cochons, disant que ça engraisse, et en outre les réapprovisionnements ordinaires, outils, clous, ficelles, charbon, fils de fer, ferraille et biscuits de chien. On vendit une part de la récolte de pommes de terre et un peu de foin, et pour les œufs, le contrat de vente fut porté à 600 par semaine. De la sorte, c'est à peine si les poules couvaient assez de petits pour maintenir au complet leur effectif. Une première fois réduites en décembre, les rations le furent encore en février, et pour épargner l'huile, l'usage des lanternes à l'étable et à l'écurie fut prohibé. Mais les cochons avaient encore la vie belle, apparemment prenant même de l'embonpoint. Un après-midi de fin février, un riche et appétissant relent, tel que jamais les animaux n'en avaient humé le pareil, flotta dans la cour. Il filtrait de la petite brasserie située derrière la cuisine que Jones avait laissée à l'abandon. Quelqu'un avança l'opinion qu'on faisait bouillir de l'orge. Les animaux reniflaient l'air avidement, et ils se demandaient si peut-être ils auraient un brouet chaud pour leur souper. Mais il n'y eut pas de brouet chaud. Et le dimanche suivant, on fit connaître que dorénavant, tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger en avait été semé déjà, et la nouvelle transpira bientôt. Tout cochon toucherait sa ration quotidienne de bière, une pinte pour le commun d'entre eux, et pour Napoléon, 10, servis dans la soupière de porcelaine de Derby, marquée d'une couronne. S'il fallait souffrir bien des épreuves, on en était en partie dédommagé car on vivait bien plus dignement qu'autrefois. Et il y avait plus de chants, plus de discours, plus de défilés. Napoléon avait ordonné une manifestation spontanée hebdomadaire avec pour objet de célébrer les luttes et triomphes de la ferme des animaux. À l'heure convenue, tous quittaient le travail et marchaient au pas cadencé autour du domaine, 1, 2, 1, 2, et en formation militaire. Les cochons allaient devant, puis c'étaient, dans l'ordre, les chevaux, les vaches, les moutons, enfin la menue volaille. Les chiens se tenaient en serre-file. Tout en tête du cortège avançait le petit coq noir. À eux deux, Malabar et Douce portaient haut une bannière verte frappée de la corne et du sabot avec cette inscription « Vive le camarade Napoléon ».
après quoi étaient récités des poèmes en l'honneur de Napoléon, puis Bribabile prononçait un discours nourri des dernières nouvelles faisant état d'une production accrue en biens de consommation, et de temps en temps on tirait un coup de fusil. À ces manifestations spontanées, les moutons prenaient part avec une ferveur inégalée. Quelque animal venait-il à se plaindre, comme il arrivait à des audacieux loin des cochons et des chiens? Que tout cela était perte de temps et qu'ils faisaient le pied de grue dans le froid, les moutons chaque fois leur imposaient silence, de leur bêlement formidable, entonnant le mot d'ordre « 4 pattes oui, 2 pattes non ». Mais à tout prendre, les animaux trouvaient plaisir à ces célébrations. Ils étaient confortés dans l'idée d'être leurs propres maîtres, après tout, et ainsi d'œuvrer à leur propre bien. Ainsi, grâce aux chants et défilés, et aux chiffres et sommes de Brille-Babil, et aux fusées qui tonnent, et aux cocoricots du coquelet et aux drapeaux au vent, ils pouvaient oublier un temps qu'ils avaient le ventre creux. En avril, la ferme des animaux fut proclamée République, et l'on dut élire un président. Il n'y eut qu'un candidat, Napoléon, qui fut unanimement plébiscité. Ce même jour, on apprit que la collusion de Boule de Neige avec Jones était étayée sur des preuves nouvelles. Lors de la bataille de l'étable, Boule de Neige ne s'en était pas tenu, comme les animaux l'avaient cru d'abord, à tenter de les conduire à leur perte au moyen d'un stratagème. Non. Boule de Neige avait ouvertement combattu dans le rang de Jones. De fait, c'était lui qui avait pris la tête des forces humaines, et il était monté à l'assaut au cri de « Vive l'humanité ». Et ces blessures à l'échine que quelques animaux se rappelaient lui avoir vues, elles lui avaient été infligées des dents de Napoléon. Au cœur de l'été, le corbeau Moïse refit soudain apparition après des années d'absence. Et c'était toujours le même oiseau, n'en fichant pas une rame, et chantant les louanges de la montagne de sucre candi, tout comme au temps du bon temps. Il se perchait sur une souche et battait des ailes, qu'il avait noires, et des heures durant il palabrait à la cantonade. « Là-haut, camarades !» affirmait-il d'un ton solennel en pointant vers le ciel son bec imposant. « De l'autre côté du nuage sombre, là se trouve la montagne de sucre candi. C'est l'heureuse contrée où, pauvres animaux que nous sommes, nous nous reposerons à jamais de nos peines. » Il allait jusqu'à prétendre s'y être posé un jour qu'il avait volé très, très haut. Et là, il avait vu, à l'en croire, un gâteau tout rond, fait de bonnes graines, comme les animaux n'en mangent pas beaucoup en ce bas monde, et des morceaux de sucre qui poussent à même les haies et jusqu'au champ de trèfle éternel. Bien des animaux l'en croyaient. Nos vies présentes, se disait-il, sont vouées à la peine et à la faim. Qu'un monde meilleur dût exister quelque part, cela n'est-il pas équitable et juste? Mais ce qu'il n'était pas facile d'expliquer, c'était l'attitude des cochons à l'égard de Moïse. Ils étaient unanimes à proclamer leur mépris pour la montagne de sucre candi et toute fable de cette farine, et pourtant le laisser fainéanter à la ferme, et même lui allouer un boc de bière quotidien. Son sabot guéri, Malabar travailla plus dur que jamais. À la vérité, cette année-là, tous les animaux peinèrent comme des esclaves. Outre le contraignant train-train de la ferme, il y avait la construction du nouveau moulin et celle de l'école des jeunes gorées, commencée en mars. Quelquefois leur long labeur, avec cette nourriture insuffisante, les épuisait, mais Malabar, lui, ne faiblissait jamais. Il n'avait plus ses forces d'autrefois, mais rien dans ses faits et gestes ne le trahissait. Seule son apparence avait un peu changé. Sa robe était moins luisante, ses reins semblaient se creuser. « Malabar va se requinquer avec l'herbe du printemps », disaient les autres. Mais ce fut le printemps, et Malabar ne reprit pas de poids. Parfois, sur la pente qui conduit en haut de la carrière, à le voir bander ses muscles sous le fait d'un énorme bloc de pierre, on aurait dit que rien ne le retenait debout que la volonté. À ces moments-là, on lisait sur ses lèvres sa devise « Je travaillerai plus dur ». Mais la voix lui manquait. Une fois encore, Douce et Benjamin lui dirent de faire attention à sa santé, mais lui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Son 12e anniversaire était proche.
Eh bien, advienne que pourra, pourvu qu'avant de prendre sa retraite, il ait rassemblé un tas de pierres bien conséquent. Tard, un soir d'été, tout d'un coup, une rumeur fit le tour de la ferme. Quelque chose était arrivé à Malabar. Il était allé tout seul pour traîner jusqu'au moulin encore une charretée de pierres. Et bel et bien, la rumeur disait vrai. Quelques minutes ne s'étaient pas écoulées que des pigeons se précipitaient avec la nouvelle. « Malabar est tombé! Il est couché sur le flanc et ne peut plus se relever !» Près de la moitié des animaux coururent au mamelon où se dressait le moulin. Malabar gisait, là, étendu entre les brancards de la charrette, les flancs gluants de sueur, tirant sur l'encolure et le regard vitreux, incapable même de redresser la tête. Un mince filet de sang lui était venu à la bouche. Douce se mit à genoux à côté de lui. « Malabar !» s'écria-t-elle. « Comment te sens-tu ?»« C'est les bronches, » balbutia Malabar. « Ça ne fait rien. Je crois que vous serez en mesure de finir le moulin sans moi. Il y a un tas de pierres bien conséquent. Je n'avais plus qu'1 mois de travail devant moi de toute façon. Et pour tout te dire, j'avais hâte de prendre ma retraite. Et comme Benjamin se fait vieux, peut-être que lui aussi, ils le laisseront prendre sa retraite pour me tenir compagnie. « Il faut qu'on t'aide tout de suite, » dit Douce. « Vite! Que quelqu'un prévienne Brille-Babil !» Sans plus attendre, les animaux regagnèrent la ferme au grand galop pour porter la nouvelle à Brille-Babil. Douce resta seule sur place avec Benjamin, qui sans un mot s'étendit à côté de Malabar et de sa longue queue se mit à chasser les mouches qui l'embêtaient. Un quart d'heure plus tard à peu près, Brille-Babil se présenta, plein de sollicitude. Il déclara que le camarade Napoléon avait appris avec la plus profonde affliction le malheur survenu à l'un des plus fidèles serviteurs de la ferme et que déjà